Je vais montrer maintenant un exemple pris dans Fuchs, dans le traité de Fuchs, le Gradus ad Parnassum. C'est un exemple qui est pris, que j'ai recopié de la page 67 du livre. Alors, que se passe-t-il ici? Il s'agit bien sûr, on le voit du premier coup d'œil, de la deuxième espèce. La deuxième espèce, je le rappelle, c'est 2 notes contre 1. Donc le cantus firmus, qu'on peut appeler chant donné, est ici confié à l'alto. J'ai écrit alto, cantus firmus, et il confie au soprano le contrepoint. N'oublions pas, attention, il ne faut pas se laisser influencer par ce que j'ai écrit. Le travail ne consiste pas à écrire au-dessus, bien sûr à écrire au-dessus comme ici, mais il faut aussi donner des versions avec le contrepoint en dessous. Attention, hein, ne prenons pas ça pour une généralité, ça n'est pas le cas. Petite remarque évidemment d'importance, et je viens de le suggérer en notant bien qu'il s'agit d'un soprano et d'un alto, il convient bien sûr d'écrire ça sur 2 portées et d'écrire avec la clé d'ut première ligne pour le soprano et la clé d'ut troisième ligne pour l'alto, qu'on rassemble avec une accolade. Donc j'écris la première mesure, Ré ici, bien sûr le Ré de l'alto, première note du cantus firmus, on commence par Ré et on finit par Ré, et la quinte, oui c'est la quinte, La, Ré, que j'écris d'ailleurs avec les ampes vers le bas parce que ce sont des notes en haut de la portée, tandis que là, j'ai tout mis sur la même portée, donc je mets les ampes vers le haut. Bon, cette remarque étant faite, donc je réinsiste, hein, il faut le réécrire, il faut d'ailleurs dans le texte, dans l'édition, c'est écrit avec les clés originales, et originelles, je veux dire, en clé d'ut. Moi, je les écris ici pour des raisons pratiques, de perception immédiate pour ceux qui auraient des difficultés encore avec les clés d'ut, de le voir bien comme ça. Première chose, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, il faut vraiment prendre son temps. Donc j'invite tout un chacun à bien écouter tout d'abord le cantus firmus, qui est une ligne que Fuchs donne et qu'il utilise en de très nombreux cas, puisqu'il traite toutes les espèces, y compris à 3 voix, y compris à 4 voix, avec ce cantus. Il y en a d'autres, hein, ça n'est pas le seul, mais celui-ci a une grande importance. Je le lis, ce sont donc, et le cantus, comme d'habitude, est écrit en ronde, Ré, Fa, Mi, Ré. Donc on voit déjà un premier élément qu'on retient, il faut observer le cantus. Quand je dis l'observer, ça n'est pas en tirer des conclusions extraordinaires, c'est simplement même le mémoriser. Donc ici, c'est tout simplement une montée au 3e degré, une descente. Et puis un saut de quarte, une descente et un saut de tierce. Donc on a Sol, Fa, puis La, Sol, Fa, Mi, Ré. On voit bien ça. Ré, Fa, Mi, Ré, un saut de quarte, Sol, Fa, un saut, La, Sol, Fa, Mi, Ré. J'enlève mes petits traits qui surchargent inutilement le tableau, là, parce que je vais déjà écrire beaucoup. Alors, je rappelle une chose. Dans la deuxième espèce. Je ne vais pas m'étendre trop, bien sûr. Je ne vais pas refaire le traité de contrepoint. Mais je rappelle que dans la deuxième espèce, il y a donc, nous le savons, 2 notes contre 1. Eh bien, la première note a le même statut qu'elle avait dans la première espèce. Elle doit être en consonance. Quelles sont les consonances admises? C'est bien sûr l'unisson et l'octave, d'une part, consonance parfaite, d'autre part la quinte, consonance parfaite, et les 2 consonances imparfaites que sont la tierce et la sixte. J'insiste sur le caractère consonance parfaite et imparfaite, car elles ont une grande importance. Nous savons que les consonances parfaites ont des restrictions que n'ont pas les imparfaites. On ne peut avoir 2 fois une octave successive, on ne peut avoir 2 fois une quinte, 2 quintes consécutives, c'est la même règle qu'on observera en harmonie, bien sûr. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est que... Ah oui, pardon, je continue, je reprends. Il y a donc 2 notes. Contre une note, il y en a 2. La première, je disais la première, est donc en consonance. Je viens de redéfinir les consonances. La deuxième, elle peut avoir 2 statuts différents. Elle peut être, et il vaut mieux qu'elle soit, mais elle ne pourra pas l'être tout le temps. Il vaut mieux qu'elle soit note de passage entre 2 consonances. Note de passage, donc note étrangère, sauf le cas de 5, 6, c'est-à-dire 2 notes qui se suivent, auquel cas elles sont toutes les 2 consonantes. Mais en général, la note de passage est une note étrangère à une harmonie supposée, d'ailleurs, en tout cas est une note dissonante. La note, je redis pour être très clair, la note de passage est conjointe et elle relie 2 éléments de manière conjointe. Elle n'effectue jamais de saut. Première chose. Deuxième chose, la seconde note peut être consonante. À ce moment-là, c'est le cas ici. On a par exemple ici Ré avec le La
et le Ré. Donc ça, c'est la quinte et l'octave. Et on sait que quand les deux notes sont consonantes, c'est forcément disjoint. Forcément, c'est disjoint, puisque ce sont deux notes appartenant à une harmonie. Ici, une harmonie supposée de Ré mineur. En tout cas de Ré tout court, puisqu'il n'y a pas de tierce. Tandis que, par exemple, si j'ai ça, là, et que je passe ici, ce serait dissonant. En fait, ça ne l'est pas, c'est ce que je disais. Je vais plutôt faire ça, pardon, d'ailleurs Fuchs l'écrit plus loin. Pardon, je recommence pour être plus clair. Hein, voilà. Si j'ai par exemple les deux notes de cantus, Fa puis Mi, si je fais La, Si, Do, ça c'est une tierce, ça c'est une sixte, donc en soi, ça conviendrait à la première espèce note contre note, mais dans la deuxième espèce, j'ai une deuxième note qui est dissonante, considérée comme dissonante. Ici, c'est une quarte, et en plus de ça, c'est même un triton. Voilà, donc c'est une note de passage. La note de passage est conjointe, la note réelle est disjointe. Bon, je crois que ça, c'est très important à ne pas perdre de vue, et c'est bien sûr un des intérêts du contrepoint, parce que souvent, j'émets des restrictions sur certaines pratiques contrapuntiques qui me semblent un peu artificielles, mais voilà ici, on voit l'utilité, c'est que préciser ça est vraiment une très bonne chose, ça permet vraiment de mûrir un certain nombre d'éléments. Alors, je veux montrer ici, j'aurai plusieurs manières de procéder dans, entre guillemets, l'analyse du texte, mais je voudrais montrer, en illustrant, à titre d'illustration de ce que je viens d'énoncer, les deux notes consonantes. Voilà, je les recopie même en dessous. J'ai Mi et j'ai Do, Sol. Dans cette mesure, on le voit. Donc c'est une sixte et une tierce. Alors ça c'est très important, il faut le maîtriser parfaitement. Je fais, j'allais dire une parenthèse, je ne sais pas si c'est une parenthèse parce qu'on est en plein dans le sujet. On connaît bien dans l'harmonie l'accord de sixte Mi, Sol, Do, qui peut être Mi, Sol, Do ou Mi bémol, Sol, Do, majeur ou mineur, peu importe. Eh bien, dans le contrepoint, dans la deuxième espèce, ces deux notes que sont la tierce et la sixte, apparaissent l'une après l'autre. Donc, deux notes consonantes sur Mi peuvent être Do, Sol, pardon, oui, ou peuvent être Sol, Do, par exemple. Bien sûr, je le dis déjà, pour que certaines idées fassent leur chemin, hein, pour voir ça. On peut avoir également, par exemple, Do, Sol, pourquoi pas. Donc, auquel cas, c'est 6 et 3, comme ici 6 et 3, mais au lieu d'être une carte descendante, c'est une carte ascendante. On voit déjà, à l'évocation de ces principes, une certaine variété qui s'instaure déjà, avec finalement tout ça, ces quatre cas sont la même écriture. Je peux avoir Do, Sol comme ça, 3, 6, 3, 6, mais au lieu d'avoir la carte ascendante, j'ai la quinte descendante. Hein. Voilà, je voulais montrer tous ces éléments. Alors attention, ça est un cas particulier, mais que je signale particulièrement. Il est particulièrement favorable, le fait de faire entendre la tierce et la sixte. Mais attention, ici, ça n'est pas le cas. J'ai bien cette carte qui conviendrait très bien à un Fa de la même manière, mais attention, il est placé sur un Ré. Donc, c'est les deux consonances parfaites, ici, 5 et 8. Je pourrais aussi avoir 8 et 5. Fuchs aurait très bien pu commencer par Ré, La. Mais il était embêté après d'avoir à répéter le La, ce qui est un peu il ne se gêne pas pour le faire par ailleurs. Mais nous essayons de ne pas répéter la note, de ne pas répéter une note. Hein, d'accord. Donc, il vaut mieux avoir Ré, La plutôt que, La, Ré que Ré, La qui contraindrait à avoir la note commune. Ou alors, il faudrait écrire autre chose. Alors, cet élément que je viens de montrer, il est ici. Il est ici. Pardon, j'ai une petite... ça, c'est autre chose. On retrouve bien l'écriture de la première mesure. On est d'accord, voilà. Donc ici, il utilise pour la première mesure, quand j'ai Ré, et ici, la même écriture. Je faisais allusion à ça, cette écriture ici, qui est donc ici. Je vais l'écrire avec une autre couleur, parce que sinon, on ne s'y reconnaîtra plus trop. Cet élément-là, que je viens de décrire ici, et qui a ses variantes, on le retrouve ici. 6, 3. Comme ici, 6, 3. Ça, c'est à remarquer. Et puis, on le retrouve encore une fois ici. 6, 3. Et on le retrouve encore une fois ici, 6, 3. Ce qui pourrait, mais là, je ne vais pas le faire,
pourrait être critiqué, on pourrait y trouver une certaine monotonie d'écriture, pourquoi pas. Mais enfin, en tout cas, Fuchs montre, il ne faut pas oublier aussi que c'est un premier exposé qu'il fait. Il y a un tout petit exemple avant, donné par son élève Joseph, où il y a un petit élément erroné. Donc il fait une correction, il propose une autre écriture, mais n'oublions pas que c'est un travail en quelque sorte de débutant encore, qui peut paraître un peu gauche dans son caractère répétitif ici. Voilà. Bon, maintenant je reprends mon propos précédent, c'est non pas les deux notes consonantes, mais la première consonante et la deuxième de passage. Celle de passage a deux possibilités, soit elle est dissonante, c'est le cas général, soit elle est consonante quand c'est 5-6 ou 6-5. Je parle, quand je dis 6-5, 5-6, je parle des intervalles de quinte et de sixte. N'oublions pas qu'en contrepoint, je le conseille, je fais plus que le conseiller, je le conseille, je l'affirme, il faut écrire tous les chiffres. J'ai commencé à le faire ici, mais on va poursuivre. Alors maintenant, je voudrais montrer la note de passage, c'est le cas dans cette mesure. Je l'ai montré précédemment, le cantus va de fa à mi. En première espèce, on pourrait très bien avoir tierce puis sixte. En seconde espèce, j'ai bien sûr la note de passage. Pourquoi ? Parce que j'ai un intervalle de tierce. Encore faut-il qu'il y ait un intervalle de tierce. Ici, il y en a un, donc il est très tentant, évidemment, d'avoir la note de passage. Et on le sait bien, en tant qu'harmoniste aussi, puisque je n'ai cessé de le pratiquer, notamment dans mon 3e chapitre, où j'ai écrit et j'ai utilisé beaucoup les notes de passage. Et c'est quelque chose qui est présent dans toute l'histoire de la musique, en tout cas dans tout le système tonal complètement, et dans la conception harmonique des choses. Alors cet élément-là, le voici avec les deux consonances, et voici ici la dissonance qui est une quarte qui plus est augmentée. Je l'écris ici 3, 4, voilà. Donc là, j'ai mon saut de quarte, mais qui est fait de deux consonances parfaites. Et ici, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve la même chose, je ne le réécris pas. J'ai ça, et ça, c'est la même chose. La tierce qui va sur la sixte, 3 qui va sur 6, avec un passage qui est 4. N'oublions pas que la quarte est exclue des consonances dans le contrepoint. Donc elle a bien ce statut de passage. Je fais remarquer maintenant une autre chose qui me semble d'une grande importance, c'est que non seulement cette mesure et cette mesure sont la même écriture, mais elle est suivie d'une mesure qui est aussi la même écriture. Ici, pardon. Donc voyons bien, observons bien que ça et ça, c'est la même chose. Ça n'est pas les mêmes notes, c'est décalé. Là, on est fa mi, là, on a sol fa. On voit bien, ces deux éléments sont traités. Le cantus qui descend d'une note conjointement est traité dans les deux cas de la même manière. Encore une fois, ça pourrait être critiqué, mais voilà, Fuchs le propose. Je vais bien me garder d'émettre des réserves aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vois ici ? Le 3-4. En fait, ce qu'il ne faut pas voir, c'est qu'il ne faut pas voir 3-4. Il faut voir 3-4-6. Il faut voir consonant, consonant, passage. Je peux écrire consonant, consonant, passage. C'est le cas ici. Consonant, consonant, passage. Pardon pour mon petit charabia, mais voilà, c'est bien pratique. C'est encore le cas ici. J'ai l'élément fa mi, j'ai l'élément sol fa, ici j'ai l'élément la sol. Il le traite, encore une fois, de la même manière. Il va de 3 à 6, de consonant à consonant, avec un passage qui est la quarte. Et suivi, encore une fois, du même élément. Donc, pardon, ces trois éléments, mille excuses pour ce tableau un peu surchargé de gribouillage, cet élément-là, je fais une croix, peut-être pour le rendre plus évident, celui-ci et celui-ci, sont 3 fois le même. Voilà. Et puis ici, évidemment, il refait, ça je l'ai montré tout à l'heure, j'ai effacé, que, non, c'est d'ailleurs la même chose, pardon, voilà, non, c'est bien la même chose, c'est-à-dire que c'est une quarte descendante. On voit la quarte descendante, on voit 6-3, ici quarte descendante 6-3, et il refait encore une fois la quarte descendante 6-3. Voilà. Et puis il termine, un peu comme on doit terminer dans le contrepoint, en tout cas chez lui, mais je pense qu'après il est encore bon de pratiquer ça, par la note de passage consonante, c'est-à-dire 5, 6, 8. Cet élément-là, j'invite, pardon pour un nouveau gribouillage, j'invite à bien l'étudier, je ne vais pas l'approfondir, mais enfin, il est très important d'avoir la sixte, 2e degré sensible,
j'ai quelque chose à dire là-dessus, bien sûr. Laissons ça de côté, la sixte sensible qui s'ouvre sur l'octave. On voit ici, je le redis, ce que je viens de dire est plus important qu'il n'y paraît. On a affaire ici à la fameuse sixte sensible que nous retrouverons dans l'harmonie. La sixte sensible, c'est la sixte placée sur le deuxième degré de la gamme et qui porte une sixte qui est la sensible. Et ces deux notes ont tendance, enfin la sensible c'est sûr qu'elle doit monter à la tonique, et le deuxième degré pourrait monter, mais là il descend bien sur la tonique. Donc la sixte sensible aboutit à l'octave. Je reviens à ce que je disais, à l'observation que j'avais faite sur les modes. Soi-disant, nous pourrions nous considérer dans le mode dorien, dans le mode de Ré, mais chassons le naturel, il revient au galop. Voilà ici un Do dièse qui, la tonalité, en quelque sorte, repointe le bout de son nez. Voilà. On pourrait très bien ne pas mettre de Do dièse. Si on voulait persister dans un dorien intégral, mettre un Do bécard, et à ce moment-là, on aurait une belle finale, sans sensible, avec une note qu'on pourrait nommer sous-tonique, comme on nomme là une note sous-dominante, ce serait une sous-tonique. Oui, donc je veux maintenant souligner un détail qui n'en est pas tout à fait un, mais enfin bon, qui se trouve dans l'édition à laquelle je me réfère aujourd'hui, la nouvelle édition du traité Gradus ad Parnassum de Fuchs, qui se trouve donc page 67. Il se trouve, une fois n'est pas coutume, qu'il me semble quand même qu'il y a une erreur dans le texte de Fuchs que je me suis permis de ne pas faire ici. C'est que Fuchs, ici, propose la note Do, qui me semble une hérésie totale, pour deux raisons. Hein. Do, Do, alors attention, on sait qu'on a le droit et qu'il est tout à fait possible d'utiliser le saut d'octave, ce qu'il fera abondamment par ailleurs. Ça n'est pas le saut d'octave qui pose problème, mais cela entraîne ici trois notes vraiment très disjointes qu'on ne pratique pas. Déjà un saut de sixte majeur qu'en général on n'accepte pas en contrepoint, le considérant comme un saut trop grand, mais on accepte bien le saut d'octave, qui est de nature différente, mais le saut de sixte majeur déjà n'est pas tout à fait admis. Bon, admettons qu'on l'admette, pourquoi pas, mais un grand saut, écrire en ligne mélodique un saut de sixte majeur, à ce moment-là, le saut étant très grand, considéré comme très grand, la mélodie doit redescendre. Or, une mélodie, après avoir franchi un saut de sixte majeur ascendant, continuer avec une quarte ascendante, c'est vraiment beaucoup trop. Premièrement, et deuxièmement, Fuchs, dans quelques lignes précédant cet exposé, dit que dans ce genre de situation, il vaut mieux écrire Do sol. Bon, donc il s'agit bien d'une erreur que je n'ai pas reproduite. Hein. J'ai préféré quand même écrire l'écriture correcte, qui est évidente, absolument évidente. Voilà pour un premier exposé sur un exercice de Fuchs proposé dans cette nouvelle édition. Je pense que c'est très intéressant, malgré, je n'apporte pas de restriction, disons malgré les trois éléments répétés, et ici, deux éléments consécutifs répétés. On pourrait trouver à redire, et à ce moment-là, justement, redisons quelque chose. J'invite à reprendre le texte et à ne pas faire ça, à trouver d'autres écritures, et Dieu sait qu'il y en a. Il n'y en a pas des milliers, hein. Il y en a quelques-unes, quelques possibilités. Il est intéressant donc de retravailler tout ça. Voilà pour un premier petit exposé. Alors, je vais jouer le cantus firmus qui est confié à l'alto. À présent, je joue les deux parties, alto et soprano, cantus firmus et contrepoint. Je joue à présent la deuxième mesure, où on a consonance de tierce, fa la, note de passage, consonance de sixte. La mesure 3, consonance de sixte suivie de consonance de tierce, aboutissant à la quinte ré la.